Salut tout le monde, bienvenue dans le 14e épisode de Tutobar. Aujourd'hui, je vous propose 10 fautes courantes à éliminer de vos textes, deuxième vidéo de la catégorie écriture et correction. Il s'agit cette fois encore d'une vidéo enregistrée il y a quelques temps, en novembre 2015, pour la première version de Tutobar en accès limité. J'ai décidé de la garder telle quelle car son contenu est intemporel et qu'il n'y avait pas grand intérêt à la reprendre de zéro aujourd'hui. Je vous laisse donc la découvrir sans plus attendre. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Tutobar pour un tuto gratuit sur un sujet d'écriture cette fois-ci qui concerne les fautes courantes à éliminer de vos textes, donc 10 fautes pour ce tuto. Il y aura certainement d'autres épisodes derrière, d'autres tutoriels dans cette catégorie et j'ai choisi donc de vous présenter les fautes que nous voyons passer le plus souvent dans les textes que nous recevons. Alors, pour qui ce tuto en particulier? Mais évidemment, si vous cherchez tout simplement à améliorer votre plume, que vous êtes curieux et avez envie d'éradiquer certaines fautes que vous ne connaissiez peut-être pas. Si vous comptez particulièrement, pourquoi pas, à l'avenir, soumettre vos écrits à un éditeur et qu'il a un peu le même degré d'exigence que nous chez EAJ et que donc il fait un pré-tri dans ce qu'il reçoit déjà sur la base des fautes. Alors, grammaire, conjugaison, orthographe, évidemment, ça c'est le package général que je ne vais pas aborder ici parce qu'il y aurait des milliards de fautes possibles à évoquer, mais que cet éditeur regarde de plus près le maniement de la langue et un certain nombre de termes utilisés de manière complètement incorrecte, ça peut être un facteur d'élimination d'une pile de manuscrits, par exemple sur un appel à texte, parce qu'il va vous renvoyer la copie en considérant que vous devez reprendre un peu votre travail pour mieux maîtriser certaines choses. Donc ça peut être un cas de figure, et tout particulièrement si vous ne disposez pas pour le moment d'outils avancés de correction. Donc quand je dis outils avancés, ce n'est pas le correcteur de Word, qu'on soit bien d'accord, et que vous n'avez donc a priori pas non plus de relecteur-correcteur professionnel qui maîtrise ces règles. Alors les fautes que donc je mets en avant dans ce tuto, il faut savoir que, bon là il y en a 10, j'en ai déjà 20 autres qui sont prêtes dans ma tête pour d'autres tutos derrière, mais celles-là, ce sont les 10 fautes que nous retrouvons dans 95% des textes que nous recevons. Pour prendre le problème à l'envers, il est très rare que nous recevions un texte qui ne contient pas au moins une fois l'une des fautes que je vais évoquer ici. Voilà, donc c'est pour ça que je les ai sélectionnées. Elles sont dans le désordre, comme vous allez le voir. Notre critère à nous, ça a été leur apparition très régulière dans les manuscrits. Alors, dedans, vous allez trouver un mélange de barbarisme, anglicisme, qui sont souvent méconnus, c'est-à-dire que les gens emploient les termes sans savoir qu'en fait, ce sont des anglicismes, des verbes utilisés par erreur de façon transitive, nous aurons un exemple ici, et donc des fautes choisies pour leur fréquence d'apparition dans tous les textes qui nous sont soumis, qu'on les retienne ou pas derrière, mais s'ils sont retenus, ça fait partie des corrections qu'on impose aux auteurs derrière en leur expliquant que ça ne va pas. Il faut savoir que certaines des fautes dont je vais parler sont dites à la mode, donc admises plus ou moins dans le langage oral, parce qu'en fait tout le monde les fait et que les médias ne font rien pour arranger la chose, puisque ils les utilisent en permanence dans leurs discours, notamment à la télé, qui font que les gens finissent par être persuadés que le terme est correct. Donc tout le monde se met à faire la faute. Mais en littérature, à partir du moment où là vous êtes sur l'écrit et que vous êtes censé défendre la belle langue, c'est important d'éradiquer ces fautes, avec donc une petite exception, j'ai mis exception faire, c'était exception faite, vous m'excuserez, donc dans des cas de dialogue, où la faute est bien sûr volontaire, puisque le ou les personnages s'expriment avec des termes peu appropriés. Et puis, alors chez EAJ, nous sommes, et ça c'est ma volonté personnelle, utilisateur puriste d'orthographe traditionnelle. Personnellement, je ne supporte pas l'orthographe rectifiée de 91, mais ça, c'est un autre débat que je ne vais pas aborder ici. Donc, je vous le dis simplement, puisqu'il y a un cas dans les 10 fautes que je vais évoquer, qui, pour lequel l'orthographe rectifiée a son importance, donc j'en parlerai le moment venu. Et j'ai mis un petit smiley en bas à gauche en disant que ce n'est pas parce que, si je résume, tout le monde fait une faute, tout le monde a l'habitude de l'entendre, que cette faute doit passer en littérature. À mon avis, il est important que les auteurs se bataillent, bec et ongle s'il le faut, pour lutter contre certains glissements de langage qui n'apportent rien aux Français et qui appauvrissent plus qu'autre chose le discours. Donc, nous attaquons avec la faute que je vois partout dans les textes.
100%, pratiquement, je pense 95 au moins, et peut-être plutôt 98% en l'occurrence, des textes que je traite chez EAJ, c'est-à-dire tous depuis le début, contiennent la fameuse faute qui vous parlera peut-être, débuter ou démarrer avec un COD derrière, c'est-à-dire il a démarré son ordinateur. Ça, on l'entend tout le temps. Windows n'aide personne en indiquant partout sur ses fenêtres d'ailleurs, veuillez redémarrer votre ordinateur. Mais non, 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 on ne débute et on ne démarre rien du tout. Ce n'est pas français, c'est le quelque chose qui démarre, la voiture démarre mais on ne démarre pas sa voiture, ou on fait démarrer sa voiture, et ça je passe ma vie dans les manuscrits à en entourer, à les noter, à demander des changements. Alors il y a un seul cas d'exception, c'est le bateau, on peut démarrer un bateau mais ça n'a rien à voir avec le moteur, c'est le sens contraire du verbe amarrer. Donc larguer les amarres dans le cas précis. Voilà, mais c'est le seul, et là-dessus, le français nous offre suffisamment de verbes pour remplacer le mauvais mot. Donc commencer, lancer, engager, ouvrir, etc. Ça dépend bien sûr du contexte. On peut commencer une réunion, engager une discussion, ouvrir un débat, lancer, enfin après ça dépend exactement de la phrase où vous vous trouvez, mais s'il vous plaît, arrêtez de débuter ou de démarrer des choses. Voilà, ça c'est la première faute qui est la plus courante. Elle est vraiment quasiment dans tous les textes. Ensuite, nous avons conséquent, que personnellement je ne peux plus voir en peinture parce que ça c'est un de ces mots à la mode depuis une dizaine d'années, tout est devenu conséquent et l'adjectif est employé à tort et à travers avec le sens important. Donc, on entend où on lit des sommes conséquentes, un discours conséquent, un homme conséquent, mais dans le sens d'important vraiment. Or, ce pauvre terme conséquent a un sens bien précis qui agit avec esprit de suite pour une personne, et le sens contraire que les gens connaissent mieux généralement, c'est inconséquent, donc il fait n'importe quoi, si on résume, ou quand on parle d'une chose qui est la suite logique de. Rien à voir avec cette utilisation qu'en ont les personnes 98% des cas, et notamment à l'écrit, dans les livres, et des conséquents, là, dans les ouvrages, j'en mets de côté parfois 5 par livre, et c'est très, très énervant. Donc, ça aussi, faites attention à bien utiliser le terme dans le bon sens, et vous avez également une grosse palette d'adjectifs qui peuvent avantageusement remplacer le conséquent qui n'a pas sa place. Donc important, considérable, grand, étendu, immense, non négligeable, significatif, consistant, notable. Je vous en ai mis là un certain nombre parce que c'est pareil, ça dépend exactement du sens, du contexte et ce qu'on l'applique à une personne, à un objet, à une situation ou autre. Mais il devient vraiment urgent de virer tous les conséquents possibles qui n'ont pas leur place dans les textes. Et il est vrai que pareil, la presse écrite n'aide pas puisque les journalistes adorent ce mot et en mettent de partout. Mais vous, en littérature, en fiction, vous devez de lutter contre ce phénomène et vraiment de faire en sorte que le mot soit employé dans le sens qu'il a, tout simplement. Ensuite, un de mes favoris, parce que lui aussi, alors ça dépend un peu des livres, certains on en voit moins heureusement compte tenu du contexte, mais globalement quand même il y en a pas mal, des impacts et des impactés, il entraîne dans tous les coins. Ça aussi, la presse est à fond dessus, puisqu'aujourd'hui, tout le monde impacte tout et n'importe quoi, dans le sens de conséquence ou d'influence. Et c'est un anglicisme, puisque le verbe, le mot commun impact en anglais, effectivement, a un sens figuré bien particulier, mais on l'a remis à une sauce française complètement curieuse, avec en plus, c'est encore pire, le verbe impacter derrière, un néologisme qui en découle. Donc voilà, j'impacte, tu impactes, nous impactons, bon. Bref, donc un impact à la base, hein, c'est uniquement l'effet de collision entre deux éléments physiques ou éventuellement la trace laissée par un projectile sur un autre élément. Donc ça peut être l'impact d'un avion sur le sol, d'une balle sur un gilet pare-balles, tout ce que vous voulez. Et au sens figuré, un effet violent de choc émotionnel qui inclut une notion très nette de brutalité. Donc il faut vraiment qu'il y ait quelque chose dans une situation qui explique l'utilisation de ce mot. Mais aujourd'hui, n'importe quoi impacte n'importe quoi. Donc l'employer pour parler d'influence diffuse ou de conséquences générales est vraiment à proscrire quand vous êtes en littérature. Et vous avez des tas de mots disponibles pour remplacer le impact ou impacter, le verbe. Donc influence, conséquence, effet, répercussion, résultat, retentissement, contre-coup. J'en ai mis ici quelques-uns, toujours pareil, il faut choisir
le mot adapté au contexte, et puis pour le verbe, affecter, agir, causer, influencer, nuire, peser, etc. Ou alors carrément des formulations un petit peu plus complètes, avoir un effet sûr, avoir des répercussions, exercer une influence, jouer un rôle. Ça ne manque pas. On a une langue riche avec tout un tas de formules possibles. Enlever les impacts et les impactés en dehors des polars où il y a effectivement des impacts de balles, une enquête balistique ou autre, ou un accident d'avion, mais s'il vous plaît, là-dessus, faites vraiment attention de ne pas en laisser traîner qui n'ont pas leur place. En quatrième erreur, j'ai mis un de mes préférés qui est décimé, que tout le monde quasiment utilise aujourd'hui dès qu'il y a un massacre quelconque dans un livre, dans l'actualité ou n'importe, excusez-moi, alors que décimer a un sens très précis à l'origine, utilisé donc à l'époque de l'armée romaine, donc ce n'est pas récent, où ils pratiquaient la décimation. La décimation, c'était pour motiver les troupes, faire en sorte que les soldats soient un petit peu plus motivés s'ils s'étaient mal comportés lors d'une bataille aux yeux de leur chef. C'était d'en prendre 10 et d'en tuer 1 sur 10 au hasard, histoire de faire un peu peur aux recrues restantes. Donc à la base, décimer, c'est tuer une personne sur 10, qui est logique. Hein. Décimer, c'est la même racine que décimal d'ailleurs, même famille de mots. Et le sens a viré avec le temps. Alors c'est bien qu'une langue évolue, mais pas pour arriver à l'opposé du sens d'origine. C'est-à-dire que effectivement aujourd'hui, le sens premier c'est assoupli. Donc si ce sont 2 personnes ou 3 personnes sur 10 qui sont mortes, on pourrait toujours l'utiliser, pas de problème. Mais par contre, utiliser le terme décimé pour parler d'extermination, de massacre général, où il n'y a aucun survivant ou une pauvre personne qui est rescapée de l'attaque, c'est vraiment une faute à éviter. Donc, pour une destruction partielle, même si elle n'est pas de 1 personne sur 10, ok, mais par contre, vous avez tout un tas d'autres verbes utiles pour la notion vraiment de destruction massive. Donc massacre, alors en tant que verbe, massacrer, détruire, ravager, anéantir, supprimer, annihiler, etc. Il en existe plein d'autres. Toujours pareil, ça dépend du contexte, mais évitons de décimer tout et n'importe quoi. Quand vous avez voilà, un accident de voiture avec une famille de 4 personnes dans la voiture et qu'on dit la famille a été décimée, ça en devient presque ridicule. Donc là, on pourrait dire par exemple la famille a été fauchée, selon la tournure que vous voulez employer, mais ne décimons pas à tout va, ça ne veut rien dire. Ensuite, nous avons, alors là, on est à cheval entre la faute et la non-faute, mais je le mets parce que j'y tiens. La répartie. Alors que, en orthographe traditionnelle, on écrit et on prononce avoir de la repartie, et non pas donc avoir de la répartie. Alors la cause de la confusion, ça vient de quoi? C'est que souvent, les gens croient à tort que le nom est formé à partir du verbe répartir, alors qu'il vient en fait du verbe repartir, qui a 2 sens. Donc le sens qui consiste à dire je suis parti, je suis revenu, je suis reparti, très bien, avec l'auxiliaire être. Et le deuxième sens du verbe repartir, utilisé cette fois avec l'auxiliaire avoir, c'est répondre vivement et sur le champ. Donc on repartit et on a de la repartie, IE à la fin. Alors, ce qui embrouille tout le monde, c'est que depuis 91, avec l'orthographe rectifiée qui est apparue, la graphie répartie est tolérée. Mais si si vous avez l'ambition d'être un peu puriste avec la langue, et justement de ne pas tomber dans la facilité ou de mélanger dans un même texte de l'orthographe tradie et de l'orthographe rectifiée, je vous conseille vivement de revenir à l'orthographe normale du mot, qui ne prend donc pas d'accent. Ensuite, nous avons l'allocution suite à. Alors ça, c'est plutôt la faute du langage commercial. Parce que dans les entreprises, on l'entend partout, on le lit partout. C'est une expression à la mode qu'on entend à la télé aussi, à la radio, etc. Et c'est une expression complètement fautive, qui est une ellipse fautive en fait de 2 locutions qui se sont un peu mélangées avec le temps et donnant un truc un peu bizarre. Donc d'un côté, 2 formules d'introduction qui sont souvent utilisées en correspondance écrite, comme suite à ou pour faire suite à. Et de l'autre côté, une expression qui exprime la cause à la suite de. Et ça a donné un méli-mélo qui fait qu'on se retrouve avec du suite à votre courrier, un peu partout.
Donc là, c'est pareil, ça passe à l'oral quand on parle vite comme ça, dans une entreprise, en discutant entre collègues, ok, pourquoi pas. À l'écrit, en littérature, si vous, voilà, vous êtes là en train de travailler votre plume et de vouloir faire vraiment quelque chose de nickel, c'est à remplacer. Alors dans le premier cas, si on est dans le cas des formules d'introduction en réponse à, en référence à, si vous préférez vous simplifier la vie parce que les expressions existantes ne vous plaisent pas. Et dans le second cas, dans l'expression de la cause, à la suite de, à cause de, par suite de. Mais pas suite à, ça fait un mélange bizarre. Voilà, donc ça je vous le conseille vivement en littérature, en fiction en particulier, ne pas laisser passer ce genre d'expression. Ensuite, on a un de mes favoris aussi, finalisé, qu'on voit partout. Et qui en littérature, moi, me donne des boutons quand je tombe dessus, parce qu'aujourd'hui, c'est un peu pareil, tout le monde finalise tout et n'importe quoi. Alors, à la base, finaliser, ça a un sens bien précis, qui date si ma mémoire est bonne, 1930 et quelques, qu'on a vu apparaître dans les textes à cette époque-là, dans un contexte bien précis, qui signifie orienter vers un objectif précis ou donner une finalité à quelque chose. Et avec le temps, et surtout, toujours pareil, le langage d'entreprise, où on parle beaucoup de projets, avec un début, un milieu, une fin, un peaufinage de fin, c'est devenu terminer quelque chose. Donc on l'a complètement sorti de son sens premier, et parce qu'il y a eu au milieu, effectivement, avec la mondialisation, les entreprises travaillant beaucoup en langage anglais et avec la mode qui est de mettre de l'anglais de partout, il y a une confusion avec le verbe anglais qui lui s'écrit avec un Z en plus, qui donc normalement il y a quand même une petite différence, mais qui signifie achevé, effectivement, et qui existe depuis longtemps. Et donc ça a donné pareil un méli-mélo, et aujourd'hui tout le monde finalise n'importe quoi, un projet, un plan, un dessin, une idée, etc., etc. Donc là c'est pareil, vous avez tout un tas de verbes drôlement plus jolis, drôlement plus littéraires qui existent pour, selon le sens ou le contexte, remplacer le fameux finaliser. Donc terminer, conclure, finir, achever, peaufiner, mettre un terme à, mettre un point final, régler les derniers détails. Tout dépend exactement du sens dans lequel le verbe a été utilisé par erreur. Et puis c'est pareil pour le mot dérivé finalisation qui, à mon sens, est encore plus horrible. Donc vous avez fin, achèvement, version définitive, dernière mouture. Alors faut se caler dans le niveau de langage approprié en fonction de votre texte, mais ne laissez pas passer les finalisés, c'est moche, ce n'est pas beau du tout. Alors là, c'est une petite confusion que je trouve souvent dans les textes, donc je l'ai indiqué parce que souvent on la retrouve alors que l'auteur a voulu faire justement mettre quelque chose de joli, et sans s'en rendre compte, il met une erreur, donc loin s'en faut. C'est une confusion courante entre les expressions loin de là et tant s'en faut, qui tous les deux sont à peu près synonymes et synonymes de bien au contraire. Donc là, c'est une remarque. Pourquoi? Parce que j'en corrige très très fréquemment dans les textes. Il faut choisir son camp et puis ne pas mélanger les deux, tout simplement. Les deux sont tout à fait corrects, mais le résultat, loin s'en faut, par contre, est une mauvaise expression. Donc faites attention, relisez bien vos textes, faites une petite recherche, voir s'ils n'entraînent pas. On en trouve très très fréquemment. Enfin, je vous ai mis, enfin pas enfin, c'est le 9e réalisé, où pareil, je crois qu'il n'y a jamais eu jusqu'à aujourd'hui de texte où je n'ai pas relevé le verbe dedans, de mémoire, parce que il est employé un peu n'importe comment, toujours pareil, par le grand public, tout simplement, on l'entend partout, on le lit partout, et on oublie le sens premier du verbe à cause également de l'anglais. Alors pourquoi? Parce que réaliser, c'est rendre réel et effectif quelque chose. On réalise des espoirs, des rêves, des projets, des promesses. On se réalise d'ailleurs, on emploie bien correctement dans ce sens-là, mais il est souvent employé par erreur dans le sens de comprendre ou de prendre conscience de. Il réalisa subitement qu'il avait fait une erreur, par exemple, et cette confusion est considérée comme liée surtout au double sens des verbes realize en anglais, le verbe peut s'écrire avec un S ou un Z, selon surtout qu'on est plutôt anglais britannique ou anglais américain, mais qui eux ont un double sens d'origine. Effectivement, selon le type de contexte dans lequel ils sont utilisés, le type de construction, on peut se retrouver avec le sens de réaliser quelque chose comme les espoirs ou les rêves, ou être conscient ou prendre conscience de quelque chose. Et ça, c'est en anglais. Et en français,
même s'il y a une tolérance avec le temps qui s'opère, notamment à l'oral. Donc vous pouvez tout à fait l'utiliser dans vos dialogues, parce qu'il est logique que des personnages puissent s'en servir. Mais par contre, en narration, autant que faire se peut, essayez de le remplacer par d'autres formules beaucoup plus adaptées et de garder réalisé pour le sens premier son véritable sens. Et donc là, vous pourriez utiliser, prendre conscience de, comprendre, se rendre compte, conclure, avoir l'intuition que, etc. Toujours pareil, ça va dépendre du contexte. Mais il y a parfois des livres, moi je corrige, et il y a 35 réalisés dans le livre, ou 34 n'ont aucune raison d'être là. Même si les gens vont le comprendre en le lisant, parce qu'ils entendent la faute au quotidien. Mais sachez, si vous êtes puriste et que vous voulez aller au bout des choses, que théoriquement, vous ne devez pas utiliser ce verbe dans ce sens. Et puis enfin, donc celui-là c'est le dernier, c'est initier, toujours avec un problème d'influence de l'anglais qui embrouille les gens, puisque initier, à la base, c'est quoi? C'est instruire, révéler, apprendre les rudiments d'un art, d'une science ou d'une technique en parlant d'une personne. Typiquement, on initie quelqu'un à quelque chose, au piano, au foot, au jardinage, n'importe. Mais sur l'influence que je citais, on le retrouve souvent employé par erreur dans le sens de commencer, pour parler d'un objet inanimé, plus d'une personne. Donc on initie une réunion, on initie un débat, on initie tout et n'importe quoi. Et pareil parce que le verbe initiate en anglais a un double sens, qui lui est d'origine, qui est lié à la racine du mot, etc., mais qui en français n'a pas de... Enfin, en plus c'est récent, c'est devenu un peu une mode. On n'avait pas besoin de ça il y a encore quelques années, et aujourd'hui tout le monde initie tout et n'importe quoi. Donc vous avez tout plein d'autres termes à utiliser en remplacement: commencer, inaugurer, engager, entreprendre, lancer, être à l'origine de, etc. Ça dépend également du sens précis que vous comptiez donner au verbe, et qui vous permettra donc, ces mots vous permettront plutôt de modifier avantageusement vos écrits. Voilà. Alors l'idée, ce n'est pas d'être un ayatollah de la langue, mais un petit peu quand même. J'ai un peu ce côté, effectivement, je le reconnais. Mais pourquoi? Parce que quand on se retrouve, par exemple, je vais vous donner un exemple très concret, avec un texte qui est censé se dérouler au Moyen-Âge, qui par ailleurs est très bien écrit, avec une recherche de style, etc. Et qu'en plein milieu, on a un conséquent, un initié et un impact, qui sont clairement des erreurs de langage qui ont moins de 10 ou 15 ans chez nous, qui ont été popularisées par le web, la télé, etc. Personnellement, en tant que lectrice, moi, ça me fait sortir du texte complètement. Je bloque dessus derrière, parce que ce sont deux cultures quasiment qui s'opposent. Et on sent que c'est comme si l'auteur avait dérapé à un endroit et inséré un mot qui n'appartient ni au contexte. La faute est tellement récente et tellement énorme que ça peut vraiment perturber vos lecteurs, qui se diront: quel dommage qu'il y ait ce truc-là au milieu. Donc si vous pouvez traquer ce genre de faute pour, parmi les nombreux synonymes valables qui existent, choisir quelque chose de français, de joli et de littéraire, ce sera quand même beaucoup mieux pour vous. Et cette exigence, vous en serez vraiment satisfait derrière, parce que je pense que c'est important pour vous-même, pour le respect de vos lecteurs, le respect de votre texte, tout simplement. Donc j'aurai l'occasion de vous proposer d'autres séries du même genre. J'en ai toute une besace que j'ai mise de côté. Là, c'était la première série, parce que ces 10 termes, je les vois tout le temps, partout, et je ne les supporte plus. Donc, je voulais en parler en priorité dans cette série de tutos spécial faute pour Tutobar. J'aurai l'occasion d'en faire d'autres donc derrière, avec quelques expressions peut-être qu'on voit moins fréquemment, mais c'est important de ne pas faire la faute. Et je pense que voilà, ça peut être utile à tout le monde et vous permettre de peaufiner votre plume. Voilà, donc je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. D'ici là, écrivez bien. Merci à tous. Merci d'avoir suivi ce 14e épisode. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si d'autres contenus sur ce thème vous intéresseraient, que je sache s'il est pertinent que je prépare prochainement un ou plusieurs épisodes du même type. Pensez à liker et partager cette vidéo si elle vous a plu, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne rien rater de Tutobar. Je vous invite aussi à venir nous soutenir financièrement sur Tipeee si vous souhaitez contribuer à la pérennité de cette formation offerte à tous. Dans le prochain épisode, Sébastien vous parlera de marketing d'auteur, avec réseaux sociaux généralité, une vidéo qui introduira divers tutos prévus pour les prochains mois. À très bientôt!